Bonjour à toutes et tous, on est heureux de vous accueillir pour cet épisode 14 des webinaires du réseau Défi Ferme, la série de webinaires qui présente les résultats du réseau Défi. Donc avant de commencer, en guise d'introduction, on voulait prendre un petit instant, comme d'habitude, pour rappeler ce qu'est le réseau Défi, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc le réseau Défi, c'est un réseau multipartenarial financé dans le cadre du plan Ecofito pour réaliser deux missions. La première, c'est d'accompagner les agriculteurs et agricultrices dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires et plus généralement dans leur changement de pratique. La seconde, c'est de produire des connaissances et des références appropriables sur les systèmes de production à bas niveau d'utilisation de produits phyto. Aujourd'hui, ces connaissances et ces références, elles se construisent à la fois sur des essais de terrain, à la fois sur des retours d'expérience, mais aussi sur la collecte de données techniques des systèmes de culture. Le réseau Défi, à ce jour, c'est 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires engagés à travailler des pratiques agricoles dans l'objectif de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. Mais c'est aussi 41 projets d'expérimentation qui testent et qui évaluent des systèmes de culture innovants utilisant les produits phyto en ultime recours. Donc le réseau Défi, il est présent sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin et il couvre l'ensemble des filières de production végétale. Il rassemble les principaux acteurs de la R&D en agriculture. Donc pour les citer rapidement, donc il y a les champs d'agriculture, le réseau CIVAM, les réseaux bio, les instituts techniques, les organismes de recherche, donc Akinara et CIRAD. Euh, Et pour plus de détails, donc, vous pouvez retrouver sur le portail Ecofitopic toutes les informations qui concernent le réseau Défi, sur l'espace Défi, dont vous avez la page qui arrive dans le chat. On en profite pour vous rappeler au passage que vous pouvez retrouver sur ce même portail Ecofitopic l'ensemble des productions du réseau, donc les différentes fiches techniques produites par les membres du réseau, les vidéos qui sont des vidéos techniques ou des témoignages, y compris la synthèse qui a été rédigée à l'occasion des 10 ans du réseau, qui démontrait la possibilité de réduire fortement l'usage des produits phyto à l'échelle de la France. Et je termine cette rapide introduction en vous remerciant d'avoir suivi cette première saison des webinaires du réseau Défi Ferme, que ce soit en direct ou en replay sur la chaîne YouTube du réseau Défi. Et donc ce 14e épisode marque la fin de cette première saison et on vous donne rendez-vous dès l'automne pour le lancement de la saison 2. Je laisse maintenant la parole à Morgane qui va pouvoir introduire la thématique du jour et nos deux intervenantes. Bonjour à tous. Donc je suis Morgane Rucco, je suis chargée de la coordination de l'animation et de la valorisation des résultats pour la filière grande culture et polyculture élevage. Donc avant de laisser la place aux interventions, petit point logistique. Vous avez dû remarquer en entrant, vous avez tous donc vos caméras et vos micros qui sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R ou dans le chat et on s'occupera après de les relayer aux intervenants pour qu'ils y répondent, aux intervenantes là, pour qu'elles y répondent après leur présentation. Également, on vous rappelle que le webinaire est enregistré, il sera rediffusé. Vous trouverez, les liens du chat, dans la description de la vidéo une fois que, le replay sera publié. Donc passons au sujet du jour. Nous accueillons aujourd'hui 2 ingénieurs réseau de la filière grande culture et polyculture élevage, Eva Fichet et Patricia Tissandier. Le sujet de notre webinaire est la culture de la lentille bas entrant. Et aujourd'hui, c'est une présentation un peu originale. Eva et Patricia ont choisi de faire leur présentation à 2 voix et pas non, et non pas comme habituellement, l'une puis l'autre. Donc elles vont faire toutes les 2 leur présentation et vous pouvez poser vos questions tout à la fin. Donc commençons. Eva, tu es hier à la chambre d'agriculture du Cantal et tu animes un groupe de 12 agriculteurs en polyculture élevage. Les exploitations de ton groupe sont situées en montagne, entre 900 et 1100 mètres d'altitude. Dans un contexte de développement de l'élevage, la ligne directrice de ton groupe est de tendre vers l'autonomie alimentaire et protéique en conservant des systèmes bas entrants. Pour cela, les agriculteurs de ton groupe s'orientent notamment vers la diversification de leur rotation, une meilleure valorisation des engrais de ferme et l'introduction de cultures fournisseuses d'azote. Vous pouvez retrouver tous les travaux du groupe d'Eva sur la page Ecofitopic dédiée, dont le lien est mis à l'instant dans le chat. Patricia, maintenant, tu es ingénieur réseau à la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et tu animes un groupe de 11 agriculteurs sur les hauts plateaux du Velay, à une altitude comprise entre 600 et 1100 mètres. Petite particularité, tous les agriculteurs de ton groupe sont dans la zone de production de la lentille verte du puits AOP. Donc, ils sont en polyculture élevage et les systèmes sont assez diversifiés avec notamment des bovins laits ou aussi des bovins viande. Mais ils ont pour point commun la culture de la lentille. Pour réduire leur utilisation de produits phytosanitaires tout en limitant le travail du sol, ils pratiquent notamment le semi-direct de la lentille sous couvert végétal.
Ainsi, donc, vous pouvez retrouver tous les travaux du groupe de Patricia sur la page Ecophytopique de son groupe, dont le lien sera ajouté dans le chat également. Eva, Patricia, je vous laisse la main pour votre présentation. Alors. Oui. Bonjour. Donc aujourd'hui, comme il a été cité, on va parler de la culture de la lentille, surtout l'itinéraire technique et un peu les problèmes rencontrés sur cette culture face, entre autres, aux bioagresseurs et aux aléas climatiques. Donc on parlera un peu de l'intérêt de la culture, donc de son itinéraire technique, des difficultés qu'on rencontre, les leviers un peu agronomiques, et on terminera par l'aspect économique de cette culture et sa rentabilité. Donc, entre Eva, qui est dans le Cantal, et moi-même en Haute-Loire, la culture de la lentille représente au niveau des hectares environ 2800 hectares, répartis donc sur une zone d'altitude, une altitude assez haute de 900 à 1100 mètres d'altitude, sur des terrains granitiques et volcaniques. Grosso modo, c'est une culture qui s'implante au printemps, donc de mi-avril à mi-mai, selon le secteur Cantal ou Haute-Loire. C'est une culture qui est assez fragile d'un point de vue système racinaire, qui est très herbacée, donc qui supporte très mal la compétition face aux adventices. Et nous, c'est notre problème principal en Haute-Loire. C'est une culture qui se sème aux alentours de 300 à 350 grains au mètre carré. Selon le PMG, ça va de 70 à 90 kilos à l'hectare. C'est un point à détailler parce qu'on a un peu trop tendance à semer dense. Et si on sème un petit peu dense, cette culture fait vite le tapis. Et les histoires de maladies s'engouffrent dans ce tapis-là. Et comme on a très peu de produits homologués sur cette culture, on est face à un enjeu après de rentabilité et de rendement. Par contre, d'un point de vue atout agronomique de cette culture qui se sème au printemps, ça permet, nous, en système d'élevage où on a beaucoup de cultures céréales à paille qui se sèment à l'automne, d'alterner les semis d'automne et de printemps, donc de couper le cycle des bioagresseurs. Donc, c'est vraiment un enjeu important chez nous d'avoir cette culture-là. C'est une culture qui est donc une légumineuse qui, face aux intrants par rapport à la problématique d'azote, est autonome grâce à ses nodosités, ces bactéries. Donc, elle peut capter l'azote de l'air. Donc, elle est vraiment autonome à ce niveau-là. Et d'autant plus que par la suite, pour la culture d'après, elle permet de relarguer des reliquats azotés qui sont aux alentours en moyenne de 30 à 50 unités, ce qui n'est pas négligeable. Donc, c'est une culture justement où on a fortement rencontré des problématiques depuis ces 6-7 ans. Et c'est une culture qui doit absolument, pour sa pérennité technique, développer des nodosités pour renforcer justement sa robustesse. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Comme je le citais tout à l'heure, c'est une culture qui est fortement sensible à l'enherbement. C'est une culture qui, par contre, qui résiste assez bien aux périodes séchantes, donc en période de sécheresse qui peut cumuler plusieurs jours, plusieurs semaines dans le sec. Par contre, qui supporte de moins en moins les fortes températures. Et malgré tout, nous, en zone d'élevage, en altitude, on est confronté à ces fortes températures. On a vu l'année dernière des températures qui approchaient les 38-39 degrés. Et si la lentille se trouve au stade floraison, on a avortement, donc ce qui engendre baisse de la fécondation, de la fertilité, fécondation, moins de gousses et baisse de rendement. Et là, par contre, c'est un gros problème également chez nous, ces aléas climatiques. Je laisse Eva justement parler plus en détail de cet itinéraire technique. Eva. Oui. Oui, donc je prends la suite de Patricia sur l'itinéraire technique.
Alors suivant l'altitude, la période de semis, donc comme vous a un peu précisé, Patricia, peut varier. C'est vrai qu'en plaine, on va la semer beaucoup plus tôt. On peut commencer à la semer février-mars, alors que c'est vrai que dans le Cantal ou la Haute-Loire, on va plutôt la semer, comme le disait Patricia, donc plutôt fin avril. Donc voilà, sur la diapo, vous pouvez voir, voilà l'entièreté de l'itinéraire technique. Avec donc, pour un semis, mi-avril, on peut avoir une germination, assez rapide. C'est ce qui est souhaité d'ailleurs. Et donc, on peut à ce moment-là pratiquer du désherbage mécanique en tout début de cycle. Et attention, on peut pas par la suite, il y a un stade où, elle commence à mettre en fait des vrilles et donc là, bah, on peut plus la désherber parce que sinon on arrache tout mécaniquement. Donc voilà, ensuite donc elle se développe, au mois de juin tombe en général, elle commence à fleurir, fin mai, début juin. Donc Patricia vous a parlé des fortes, chaleurs qui peuvent en fait subvenir, pendant cette période-là et qui peuvent, compromettre, un peu voilà, le rendement de la culture. Ensuite donc on a la formation des gousses et puis, la moisson. Suivant l'été qui est plus ou moins sec, peut, se faire, début août comme, fin août. Voilà, pour ça. Donc, comme on disait un petit peu, donc Ouais. c'est une culture aujourd'hui qui rencontre des difficultés face aux bioagresseurs, face aux aléas climatiques. Il faut savoir que la culture de lentilles, c'est une culture très, très herbacée, avec un système racinaire très fin. Et c'est une culture où il y a peu de produits herbicides chimiques homologués. Et si on rentre dans une rotation assez courte, ce qui est un petit peu le cas sur certains systèmes de culture, on est face à des bioagresseurs très résistants. Je parle pour les mauvaises herbes. Nous, tout ce qui est bleuet, ortie royale, renouer liserons, renouer des oiseaux, aujourd'hui, c'est un problème majeur. On a donc, si on parle pour les systèmes conventionnels, quelques molécules herbicides homologuées qui sont efficaces, mais qui ne sont pas à un niveau de satisfaction optimal. Donc, et si la culture se fait dépasser par les mauvaises herbes, entre guillemets, en fin de cycle, elle n'est pas moissonnable du tout. Donc, on passe d'un certain niveau de rendement espéré à 0 quinto. Donc, heureusement, on a certains leviers comme le désherbage mécanique. Même en système conventionnel, aujourd'hui, on voit des agriculteurs qui utilisent les outils mécaniques et qui sont, selon les conditions climatiques, très satisfaisants. On a d'autres leviers agronomiques qui peuvent permettre un petit peu de couvrir le sol en interculture, de ne pas laisser le sol nu, justement, pour gérer cet enherbement, couvrir et apporter un minimum de température au sol pour pouvoir semer et pour qu'elle germe au plus vite. Car comme on est en zone d'altitude, il faut que le sol soit un minimum réchauffé au printemps. Il faut qu'il soit au-delà de 6-7 degrés. Et c'est vrai que la couverture du sol en interculture apporte un effet positif à ce niveau-là, permet aussi de gérer donc la gestion des adventices pendant cette interculture. Donc, c'est un levier qu'on essaye de développer en Auvergne, qui s'avère assez concluant, assez positif. On a un autre levier qui est très, très développé, je crois, dans le Cantal, c'est d'associer la culture de la lentille à une autre culture. Et par contre, on terminera par un problème justement où on est en recherche de levier par rapport à un insecte qui s'avère la bruche et dont Eva parlera car elle est assez confrontée à ce phénomène-là et elle nous parlera de ces leviers éventuellement. Donc, si on revient un peu à la base de l'itinéraire technique, l'implantation donc se fait comme un semoir acéral en lignée de 12 à 17 cm. Il ne faut pas trop semer avec des écartements trop larges parce que comme c'est une culture qui déteste la compétition par rapport aux adventices, si on sème plus large, on est face à plus d'adventices et là, ça devient encore davantage compliqué.
Il faut vraiment, pour qu'elle germe au plus vite, qu'on ait un semis assez homogène, un sol, comme il a été dit, donc au-delà de 6-7 degrés, avec une profondeur de semis de 2-3 cm. On a deux techniques, donc sur labour ou sur semis direct sous couvert qui se développent fortement en Haute-Loire. Pour revenir donc sur cette technique de semis direct pour gérer justement la problématique d'enherbement, donc qu'est-ce qu'on a trouvé comme alternative? C'est de semer après, au mois d'août, hein, après la récolte du précédent qui est en général une paille, un couvert qui va vite taler, qui va vite faire taler, faire des ramifications avant l'entrée de l'hiver, parce que comme nous on a 1000 mètres d'altitude, il faut qu'il fasse une biomasse au minimum de 2,5 tonnes de matière sèche qui soit bien couvrant avant l'entrée de l'hiver. Ça veut dire avant l'entrée de l'hiver, on se donne 2 mois et demi de végétation, 2 mois et demi à 3 mois avec le changement climatique. Donc on sème ce couvert de façon dense le plus tôt possible. On le laisse donc pendant toute la durée hivernale. L'objectif, justement, c'est d'utiliser un couvert de printemps qu'on va semer à l'automne pour que justement il se développe à l'automne et qu'il puisse geler pendant l'hiver, étant donné qu'on est en zone d'altitude, on peut espérer encore des jours de gel, afin que ça fasse un mulch, que ça soit détruit par gel et d'éviter d'avoir recours au glyphosate. Donc, si vous regardez la deuxième photo, c'est justement une avoine de printemps qui a été semée au mois d'août, après le 15 août, qui a gelé pendant l'hiver. Donc, vous voyez que ça fait un mulch tout pourri, où là, ça a bien couvert. Et après, sortie d'hiver, donc au mois d'avril, on sème en direct, comme vous voyez sur la troisième photo, la lentille sur ce mulch-là. Donc, ça permet d'avoir un sol tempéré au moment du semis en zone d'altitude et justement de gérer, contrôler, maîtriser la levée des adventices. Donc, c'est une technique qu'on a trouvée qui s'avère assez intéressante. Et en plus, et je vous dirai tout à l'heure le petit plus, je laisse Eva parler de son deuxième levier. Ça marche, merci Patricia. Du coup, je vais vous parler des plantes qu'on peut associer du coup avec la lentille. Alors, il y a eu c'est un peu parti de ce projet, donc vous savez, les projets pépites, donc par la région qu'on avait demandé, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait demandé de déposer un projet comme ça pour faire des essais justement et créer des références sur les cultures de légumineuses largement. Et il y avait quand même pas mal de cultures de lentilles, enfin de départements qui faisaient de la lentille. Et donc, c'est vrai que ce levier d'associer la lentille était assez intéressant parce qu'il permet en fait de tenir la lentille, on va dire, assez élevée, puisqu'il y a un effet tuteur pour l'association. Et donc, c'était aussi une solution, comme c'est une plante, on va dire une culture qui est très peu couvrante au début de son stade de développement. Du coup, le fait d'associer à autre chose qui est plus grand, qui peut couvrir le sol, ça permettait aussi d'utiliser moins d'herbicides, voire pas d'herbicides, quoi. Là, c'était. Alors, c'est vrai que ce levier-là est assez mobilisé par les agriculteurs en système biologique, voilà. Donc, voilà, je tenais à le préciser. Après, donc, il y a un effet sur l'occupation du sol. Alors, pour associer la lentille, donc on peut l'associer avec de l'orge, de l'avoine, on a testé, de la caméline et du blé de printemps. La caméline, c'est une plante. Alors, c'est une association lentille-caméline qui est assez connue, mais disons que c'est pas évident à doser la caméline dans l'association, puisque c'est une très petite graine qui est assez compliquée à semer. Et voilà, on n'était pas forcément équipé dans le Cantal pour ça, donc c'est une association qu'on a mis de côté et on a préféré s'orienter plus sur de la céréale, donc de l'orge de printemps ou de l'avoine de printemps. Et ce qui est intéressant avec ces 2 plantes, c'est que
il y a une double valorisation en fait pour les éleveurs, c'est-à-dire que déjà localement on est équipé pour trier ce mélange-là, et donc de séparer la lentille de la céréale, et ça permet du coup aux producteurs qui sont aussi éleveurs de valoriser le grain de la céréale en autoconsommation pour leur troupeau, quoi. Donc localement il y avait un intérêt. Ce qui peut être un frein, c'est-à-dire que comme on l'a évoqué, la lentille, elle est sensible à la concurrence de toute herbe, en fait, même d'une céréale, et il faut faire très attention à la densité de semis. L'orge, on va limiter la densité à 60 kg/hectare, et l'avoine, on va même être en dessous, puisque c'est une plante qui a tendance à plus staller et à plus occuper le sol, et a un effet de compétition plus intense. Donc, on limite à 30 kg/hectare. Malgré cette densité qui est quand même assez faible, on peut quand même constater qu'il y a une concurrence qui est quand même faite une pression qui est quand même faite sur la lentille, et donc on ne peut pas forcément espérer un même niveau de rendement qu'une lentille cultivée seule. Donc voilà, après, il y avait l'intérêt, justement plutôt l'inconvénient de l'associer avec une céréale, c'était dans les filières sans gluten. Effectivement, on ne pourra plus valoriser sa récolte pour le producteur. Mais ça offrait quand même, d'un point de vue agronomique, plein d'avantages, et donc pas mal mobilisé dans le Cantal. Alors, je vous ai mis quelques photos, du coup, d'associations. Donc à gauche, vous avez la lentille avec de l'avoine, qui est en pleine floraison. Et donc la deuxième photo, vous voyez de l'orge de printemps, et la photo de droite, c'est aussi de l'orge, mais un peu plus, avancé dans le stade. Et donc les deux se récoltent très bien. Voilà, ça facilite même la récolte, puisque la lentille, elle a tendance à verser des années où elle peut très bien pousser, et donc le fait d'avoir une céréale, elle s'accroche à l'aide de ses vrilles, et puis ça la maintient levée, quoi. Et ça facilite la récolte. Et ça, c'est plutôt un point positif pour même les entrepreneurs qui viennent moissonner les lentilles, la culture. Donc voilà, sur les associations, je passe la parole à Patricia. Alors, je reviens un petit peu sur le levier désherbage mécanique. On dit souvent que le désherbage mécanique est uniquement pour les agriculteurs en bio. Et ben, pour cette culture-là, en tout cas, cette culture qui rencontre pas mal de difficultés au niveau de la gestion d'un urbain, on voit que les systèmes conventionnels, le désherbage mécanique est également utilisé et apporte vraiment un atout positif d'un point de vue de la maîtrise des adventices. Donc, pendant plusieurs années, il a été fait des essais de désherbage mécanique en Haute-Loire, avec principalement deux outils. Le premier que tout le monde connaît, c'est la RC-Tri, bien sûr. Et le deuxième outil, donc la rotoétrie. Donc, c'est une RC-Tri rotative avec des disques, comme vous voyez sur la deuxième photo, étoilés, qui peuvent s'incliner plus ou moins à 30 degrés. C'est un outil qui est un peu plus agressif que la RC-Tri. Par contre, qui a l'avantage de travailler jusque bien sur le rein de la lentille. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut y aller doucement. On a tendance à désherber plus ou moins à grande vitesse. Étant donné que la lentille a un faible système racinaire, c'est une petite plante. Si vous passez à cet outil au-delà de 6-7 km/h, vous avez tendance à arracher des pieds. Et en plus, avec les disques un peu étoilés, vous secouez davantage plus la terre, mais vous n'arrachez pas les adventices. Donc, entre guillemets, on ne fait pas du bon boulot si on avance à plus ou moins grande vitesse. Ça, c'était un essai, ça a été un point qu'on a découvert à ce moment-là. Donc, pour vous, une année, c'était en 2019. Donc, on a testé ces deux outils. Donc, sur une partie, tout désherbage mécanique, et sur une autre partie de la parcelle, désherbage mécanique associé avec un traitement phytosanitaire en prélevé de la culture.
Donc, on avait fait un comptage d'adventices avant tout travail. Donc, on voyait, nous, on est face à des problématiques de renouée, de kénopodes, d'ortie royale, également sur des parcelles de bleuets et matricaires. Ce sont nos principales adventices qui sont assez invasifs, comme vous les connaissez. Donc, on avait plus de 80 adventices au mètre carré. Donc, le protocole a été décidé de passer donc un passage de RC tri au stade 6-7 feuilles. Donc là, en 2019, ça s'avérait être en mi-mai. Après, on a fait sur une autre bande un passage uniquement de rotoétrie et on a fait une autre bande alors où on a passé 2 passages donc de rotoétrie, un à 5-6 feuilles et l'autre à 6-7 feuilles. Coûte que coûte, quel que soit l'outil, il est important de dire que, étant donné que c'est une culture fragile, il ne faut pas passer cet outil-là, une fois que la lentille a levé, pas avant 3-4 feuilles de la culture. Si vous passez avant, vous êtes sûr d'arracher des pieds, même avec la RC tri. Donc, je vais vite. Donc, avec le passage, la bande, tout désherbage mécanique, on se perçoit que le passage des outils est assez satisfaisant. Le meilleur, bien sûr, c'est le passage cumulé de deux passages de rotoétrie à hauteur presque de 70%, alors que si on passe qu'un seul passage, on est aux alentours de 40 à 50% d'efficacité. Donc, en fait, il faut passer, plus on passe l'outil, plus il faut, entre guillemets, on désherbe, mais aussi on fait relever des mauvaises herbes. Donc, tant que la culture n'est pas couvante, il faut passer les outils. Ça, on ne vous apprend rien. Donc là, on avait décidé de passer qu'une fois pour voir l'impact. Donc, on s'aperçoit quand même qu'avec qu'un seul passage, on est au-delà de 40% d'efficacité sur la gestion des mauvaises herbes. La deuxième partie de la parcelle, c'est qu'on a associé donc un traitement de phytosanitaire en prélevé. Donc, on s'aperçoit que le traitement en prélevé unique donne un taux de satisfaction de 43%. Si on l'associe avec un passage d'outils mécaniques, un passage de rotoétrie aux alentours de 6-7 feuilles, on a un taux d'efficacité de 57%. Alors qu'avec similable avec le passage de RC tri au même stade de 51%. Et si on passe 2 coups d'outils mécaniques RC tri plus rotoétrie, on a un taux d'efficacité alors de presque 70%. Tout ça pour dire, si on regarde la diapositive, la partie de gauche, tout mécanique, la partie de droite, mécanique plus désherbage chimique, on s'aperçoit que le passage de 2 outils, cette année-là, donne autant de satisfaction qu'un traitement chimique plus un passage d'outils mécaniques. C'est pour dire que le passage d'outils mécaniques sur cette culture-là, en conditions optimales, s'avère intéressante et aussi efficace qu'un traitement tout chimique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, face à la problématique de produits, de très peu de produits homologués, les agriculteurs conventionnels aujourd'hui utilisent la RC tri en complément. Voilà, donc voilà un petit peu la synthèse sur le désherbage chimique. Bien sûr, ce désherbage mécanique, excusez-moi, est vraiment tributaire des conditions climatiques. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut un temps sec, il ne faut pas de pluie. Alors, on dit en général qu'il ne faut pas de pluie après le passage de l'outil de 48 heures. Pour vous dire, cette année-là, cet essai-là, on a passé la RC tri et on a dit, c'est bon, ça a bien tout arraché, les filaments des adventices sont bien en surface, ça va sécher. Pas de bol, en fin d'après-midi, donc on a attaqué le travail aux alentours de 2h, 2h30. En fin d'après-midi, vers 17h, 17h30, il s'est mis à avoir une petite pluie de 3 mm. Donc, on a dit, bon, bah, c'est foutu. Les racines en contact avec la terre, le peu d'humidité, ça va repartir de plus belle. Eh bien, non. Finalement, étant donné qu'on était en zone d'altitude, une après-midi assez ventée, les adventices peu développés ont réussi en l'intervalle de 2-3 heures, ont réussi à sécher et donc le désherbage mécanique a été très efficace malgré tout, malgré une pluie 3 heures après.
Mais voilà, c'est vraiment tributaire. Ça demande du temps. Voilà, le passage mécanique, on met 2 fois plus de temps qu'un passage avec le pulvérisateur. Donc, ça dépend des systèmes d'exploitation qui peuvent ou pas attribuer du temps à cette technique-là. Mais il s'avère que chez nous en Haute-Loire, en tout cas, le désherbage mixte chimique associé avec du désherbage mécanique est un bon compromis aujourd'hui pour réussir la culture. Voilà. Eva, sur ton problème de levier de la bruche. Oui, merci. Donc, et oui, donc il y a bien une petite bestiole qui peut nous poser des problèmes sur la lentille. Donc elle s'appelle la bruche. Donc vous avez la petite photo à droite. C'est un petit coléoptère qui, du coup, pond ses œufs dans la gousse de la lentille. Comme on peut le voir sur la petite photo en dessous, il y a des petits points. Ça se voit pas très bien, mais effectivement, donc ce coléoptère habite, on va dire un peu les endroits un peu forestiers ou en lisière de bois. Et donc, avec le réchauffement climatique, des hivers de plus en plus doux également, fait que la petite bébête prolifère. Et on la retrouve, enfin en tout cas, on la retrouve beaucoup dans les lentilles moissonnées. Alors, quel impact ça a? C'est que la larve, du coup, elle va consommer l'intérieur de la lentille. Donc, à la sortie, ce que vous avez, c'est des grains de lentilles vides. Ça peut être aussi des bestioles, carrément. Donc, dans les paquets, voilà, c'est pas trop apprécié en général. Donc, il y a des moyens de lutte, on va dire, post-récolte qui existent. Malheureusement, chimiquement, il y a pas de solution. Enfin, on pourrait faire un insecticide, mais c'est très compliqué puisqu'en fait, si vous voulez, la femelle va prendre son envol au moment de l'accouplement. Et donc, il faut cet envol-là est difficile, en fait, est extrêmement difficile à détecter parce que suivant le printemps voilà, qu'on subit, il peut être en avance ou en retard, si on peut dire. Et c'est très difficile. Il faudrait le faire au moment où il s'envole pour, voilà, on va dire, tuer ces bêtes. Voilà. Alors aujourd'hui, en plus, il me semble bien qu'il n'y a pas de produits homologués, en tout cas en 2023. J'avais vu sur le site de l'ANILS. Et donc les moyens de lutte développés, ça va être de la congélation, pardon, donc à moins de 18 degrés, de stocker les big bags dans un grand congèle et de les stocker au moins 3 semaines, ce qui permet du coup de tuer les bestioles et les larves. Et sinon, il existe également un inertage au CO2 qui permet aussi de gazer du coup les bestioles. Donc voilà pour la bruche et les problèmes. Alors autre levier que, du coup, qui est développé peut-être plus dans le Cantal qu'en Haute-Loire, c'est l'association. Le fait, en fait, aussi d'associer une autre plante à la lentille, ça permet également de brouiller un peu le ravageur et qu'il y ait pas un champ unique de lentilles. On parle de ce levier-là aussi des barrières, on va dire naturelles pour le métail, c'est d'associer plusieurs. Voilà, plus il y a de diversité au sein de la parcelle, moins le ravageur va avoir, on va dire, un terrain de jeu facile pour se développer. Et donc, voilà, on n'a pas encore attesté que ça fonctionnait, mais on sait que c'est un levier qui est quand même reconnu pour, voilà, on va dire, gêner le ravageur. Donc, si on peut le gêner, on va essayer de le gêner au maximum. Voilà. Donc, je continue avec la technique du fauchage en dénage. Donc, c'est une technique donc qui est assez pratiquée dans le Gers et certainement dans d'autres régions que je n'ai pas connaissance, mais on va dire qu'on a vu cette pratique-là là-bas. C'est vrai que c'est une région où il peut avoir beaucoup d'orages l'été, où les cultures ont du mal en fait à, à mûrir pour se récolter. Et donc, cette technique-là permet donc de faucher la culture et de la sécher en andin. Donc, via un matériel qui est assez spécifique. J'ai essayé de vous mettre une vidéo pour voir sur un lien YouTube comment elle procède. Donc, on voit que c'est une barre de coupe qui fauche la culture et qui est équipée d'un tapis qui glisse et qui va ramener en andin sur le côté.
Donc, c'est une technique qui a pas mal, qui possède d'autres avantages également pour. Alors, c'est juste pardon, un problème de. Je n'arrive pas à tourner. Ah, bon, c'est pas grave. Du coup, donc cette technique, elle offre la possibilité, en cas de parcelle qui soit donc sale en adventice, de tout faire sécher, donc toutes les plantes, pour que justement la récolte enfin, la conservation des lentilles se fasse dans de bonnes conditions. Donc, on fauche, ça sèche en andin et après, il y a juste à équiper la moissonneuse d'un pick-up, ils appellent ça, à l'avant, qui permet en fait de ramasser les andins doucement avec un tapis, je crois, qui circule. Donc, c'est une technique, voilà, en local, dans le Cantal, il y a 2 agriculteurs qui ont acheté donc ce matériel l'année dernière et c'est vrai qu'ils ont pu le tester et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez utilisé, même en cas d'association où des fois on peut avoir quand même un différentiel de maturité entre la céréale, par exemple, et la lentille. Et ben là, ça permet de tout faire sécher et que ça se conserve, voilà, bien par la suite. Et alors, le problème, c'est que je n'arrive pas à. Alors, excusez-moi, il va falloir que je fasse un échappe. Je pense que c'est ça. Voilà. Du coup, on va passer donc au coût de production. On a voulu vous donner une idée on va dire, des différents coûts de production en fonction des itinéraires techniques pratiqués. Donc, pour un itinéraire labour avec un apport d'abonnement, on monte à 1140 € de l'hectare. Comparé à donc un itinéraire technique en semi-direct avec donc un herbicide pour désherber, comme l'expliquait Patricia tout à l'heure. Donc on est à 700, on va dire un peu plus de 700 € l'hectare. Comparé donc à un itinéraire lentilles qui est associé avec de l'orge en agriculture biologique, on monte à presque 1000 €, on va dire, on arrondit. Et pour un itinéraire technique labour avec un herbicide, ou voire 2 herbicides, on est à peu près au même niveau qu'un itinéraire technique avec labour et amendement calcaire. Donc, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est que la technique du semi-direct est quand même la technique la moins coûteuse en fait pour l'exploitation également. Et en plus, on peut même citer d'autres effets agronomiques, la structure, voilà, améliorer la fertilité du sol. Donc on ne détruit pas la structure du sol en place, donc ça favorise sa fertilité et sa conservation. Ça évite l'érosion également du sol. Et donc, c'est des choses voilà, qui sont à réfléchir et qui préoccupent nos 2 réseaux défis d'ailleurs. Et pour finir, donc, c'est une grille qui vous permet donc en fonction du coût de production, donc là, j'ai pris le coût de production le plus bas, donc en semi-direct, en fonction du prix de vente des lentilles par tonne brute et en fonction du rendement, on peut voir, la marge, en fait, qui est dégagée, quoi. Voilà. Et donc, il faut faire une certaine marge pour que la culture soit intéressante. Alors, quand Patricia vous parlait d'un rendement à 5 quintaux hectare, voilà, si on regarde la grille, si le prix en face payé au producteur, voilà, n'est pas à un certain niveau, il y a pas beaucoup de marge, hein. Même à 2,20 € le kilo, vous avez à peu près 385 de marge, donc c'est une marge nette, ouais, en euros par hectare. Et le travail et la main-d'œuvre est pris en compte dans le calcul. Donc À il faut quand savoir même un prix élevé. en Haute-Loire, on est en zone AOP et Mmh. donc le prix d'achat de la lentille est plus élevé qu'en zone non AOP. Donc nous, la marge est un peu plus haute que dans le Cantal. Mmh. Donc voilà. Je ne sais On pas a si tu veux autant, on rajouter a autre une chose, plus-value. Patricia?
Ouais. Je trouve qu'avec la culture de lentilles, non seulement on a une plus-value agronomique, Mm. mais également économique aujourd'hui avec un prix qui a été bien défendu et qui soutient la filière, quoi. Mm. Malgré des rendements. Et ce problématique de rendement, il est autant lié aux aléas climatiques, à l'enherbement. Et malgré tout, sur certaines fermes, justement, il faut pousser à diversifier un peu les rotations, à avoir des rotations de plus en plus longues parce qu'on s'aperçoit qu'on arrive au bout d'un système agronomique et c'est pour ça qu'entre autres, les rendements chutent. Mm. Donc, voilà, la lentille qui Même, revient tous les 3 ans, mm. aujourd'hui, ce n'est plus faisable, quoi. Il faut minimum, pour avoir une rotation tenable et une bonne gestion des bioagresseurs, 5-6 ans. Je rajouterais même que moi, dans le Cantal, on est quand même sur ce système-là, avec des rotations longues. Et la lentille, elle revient vraiment peu souvent. Et on a du mal, si on lisse sur, on va dire, les 10 dernières années, on est à 6 quintaux de moyenne hectare. Donc c'est quand même une culture qui est assez aléatoire, qui est sensible aux aléas climatiques. C'est vrai qu'au niveau du Massif central, c'est peut-être plus véridique qu'ailleurs. On subit vraiment des aléas climatiques, donc ça se traduit par des gelées tardives au printemps, des gros coups de chaud d'un coup au mois de juin. Donc si ça tombe pendant la floraison de la lentille, c'est un peu la catastrophe. Ça nous fait tous un peu stressés. Donc c'est vrai que la lentille, ça se raisonne pas à une année, il faut faire une moyenne sur plusieurs années, quoi, aussi. Mais même avec, pour rebondir sur ce que disait Patricia, même avec un système de culture qui est assez diversifié et surtout on va dire une culture prairie qui est un minimum de 4-5 ans dans le Cantal, on a du mal à avoir des rendements aussi supérieurs, quoi. Donc, à cause aussi des aléas climatiques. Cette année, par exemple, dans le Cantal, a été semée fin du mois de mai. On a un mois de retard sur les semis. En Haute-Loire, il me semble que c'est un Pareil. peu du même ordre. Voilà. Donc, on ne sait pas si on va récolter de la lentille cette année. On l'espère, en tout cas. Voilà. Voilà. Merci pour Merci. votre attention. Si Merci. vous avez des questions. Oui, merci beaucoup à vous deux, Eva et Patricia. Et donc, le temps que quelques questions arrivent, si vous voulez en savoir plus donc sur les travaux de Patricia sur le semi-direct de la lentille, vous pouvez retrouver sur sa page groupe, et ce sera ajouté dans le chat aussi, une vidéo qu'elle a réalisée sur le sujet, dans laquelle c'est un agriculteur qui témoigne, qui explique ses pratiques concernant le semi-direct de la lentille, et une fiche trajectoire sur une exploitation qui intègre la lentille dans sa rotation. Vous trouverez tous les liens dans le chat. Et également, vous trouverez dans le chat une fiche technique réalisée par Eva qui porte sur la culture de la lentille blonde de Saint-Flour. Voilà, donc je vous laisse poser toutes vos questions dans l'onglet Q&R et je vais commencer à les poser à nos deux intervenantes. Donc tout d'abord, on a eu une remarque qui est arrivée pendant votre présentation, au moment où Eva, tu parlais, où vous parliez tous les deux d'ailleurs de la lutte chimique, qui était que la lutte chimique au champ contre la bruche, il y avait un produit qui était autorisé jusqu'à début 2024, la Strin Max, mais qui est désormais interdite, mais qui, d'après Zoé qui nous fait cette remarque, n'était pas très efficace dans tous les cas. Oui. Oui, tout traitement chimique n'a jamais été bien concluant sur la bruche. Malheureusement. D'accord. Ensuite, on a une seconde question qui demande si le tri permet de séparer les grains ou justement on a la bruche. Oui. Non. Ah bah si, enfin... Où il y a la bruche, bah si, parce qu'ils sont soit plus légers, soit ça va partir dans les déchets, puisque la lentille, il y a un certain poids. Et c'est vrai qu'ils sont...
les grains, quand ils sont mangés en partie, sont plus légers, donc souvent, ils sont quand même avec le matériel qu'il y a aujourd'hui. Donc, il y a un passage au trieur séparateur, un passage donc au trieur alvéolaire, table densimétrique et un passage au trieur optique. Et en Haute-Loire, c'est pareil. Et, Il me semble, hein. Tu me confirmes, mais oui, oui. La bruche, lorsqu'elle se trouve dans la graine, c'est le souci, quoi. Et d'où l'intérêt Ah de oui. finir jusqu'au bout pour être sûr de la qualité, la congélation, quoi. Ou Ouais. l'inertage dans le CO2 aussi, il y a ça. Et il me semble que Mm. tu l'as noté en plus. Oui, 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 oui. Il me semble, hein. Et Mm. dans les cuves, ouais. Il faut aller jusqu'au Ok. bout quand même, coûte que coûte. Oui, oui, oui. Ok. Ensuite, on a deux autres questions. Donc la première, c'est est-ce que le coût de production a été calculé Alors, attends. Le coût de production dans tes essais, Patricia, a été calculé pour les différentes modalités herbicides, RC-Tri ou roto-et-tri. Je l'ai fait. Alors, je l'ai fait et je ne l'ai pas réactualisé. C'est pour ça, comme ça date de 2019 et qu'entre-temps, il y a eu pas mal de choses d'où l'augmentation de l'énergie. Je ne l'ai pas réactualisé. Mais pour tout ça, pour vous dire qu'un passage de RC Tri, à l'époque, on était dans les 24 euros à l'hectare. Donc, j'avais pris l'outil de la CUMA, hein, donc propre à la CUMA en question. Et la roto-étrie, on était dans les 33-35 euros l'hectare. Donc aujourd'hui, je pense que la RC-Tri, il faut compter plus dans les 30-35 euros l'hectare Mm. et la roto-étrie dans les 40-45 euros l'hectare. Mm. Le passage de RC-Tri, on était grosso modo à 15 minutes et la roto-étrie, on était à 22-23 minutes. Mais je ne l'ai pas mis parce que ce n'était pas réactualisé. Je trouvais que ce n'était pas correct de marquer des prix qui datent de 5 ans avec le coût de l'énergie qui est passé entre-temps. Ok, ça marche, merci. Et Le ensuite, il y coût avait... d'un désherbage chimique, si vous voulez, complet, hein, donc plein de doses, on est dans les plus de 100 euros l'hectare. Ok. Et ensuite, il y avait une deuxième question de la même personne qui était de savoir quelle était la pression de la bruche dans les deux départements. C'est plutôt toi, Eva, qui nous en a parlé. Est-ce que il y en a plus dans le Cantal? C'est qu'on en voit de plus en plus dans les récoltes. Après, on avait fait des tests avec des pièges en plaques cartonnées avec donc les insectes se collaient dessus, mais en fait, bien sûr que ça colle tous les insectes. Et donc c'est très difficile de reconnaître la bruche. Même Terrinovian était pas forcément super fan de ces pièges-là, hein. C'est tout récent comme technique aussi de lutte, hein. C'était un peu en phase test d'ailleurs, et bon, non concluant parce que bon, c'est du matériel de champ qui est pas non plus très solide, donc voilà. Mais disons que la pression, je pense qu'elle varie d'année en année, mais on en trouve de plus en plus. Enfin, c'est les centres de tri, les deux centres de tri présents là, dans la zone à Saint-Flour qui nous font remonter ces infos-là. Donc c'est pour ça qu'on travaille voilà, depuis l'an dernier là-dessus et que tout est congelé systématiquement maintenant, depuis 1 an, quoi. Donc voilà. Après, en Haute-Loire, je ne Donc sais là, pas la bien, mais je pression est pense que... moindre, ouais, elle est Mm, moindre que je pense, dans le Cantal, la pression de la bruche. mm, Là où je crois qu'il y a un secteur qui est quand même impacté par cette bruche-là, c'est dans le Berry, je crois. Je crois que vraiment, ils ont un souci majeur. mm. Ouais, où il y a plus de forêt, quoi. Et je crois que le Berry, voilà. Mm. Mais nous encore, c'est vraiment notre problématique d'enherbement, Mm. de gestion de l'azote. Je n'ai pas assez développé, mais tout à l'heure, l'histoire du semi-direct sous couvert, c'est pour gérer l'enherbement dans un premier lieu, de réchauffer le sol. Et surtout, si vous voulez, De après planter. multitude d'essais, de prélèvements, d'analyses, etc., on s'est aperçu qu'en fait, la lentille, passé un temps, n'avait plus du tout de nodosité, avec un système racinaire très, très, très fin. C'était des filaments, ni plus ni moins.
Et donc, en recherchant, en faisant des prélèvements, on s'est aperçu qu'en fait, un taux d'azote assimilable dans le sol impacte la formation des nodosités. Donc, si Mm. vous n'avez pas de nodosité, vous avez un système racinaire très fin. Une lentille, ben, quand nous, on n'a pas nos pieds pour marcher, ben, la lentille, quand elle n'a pas ses nodosités, n'arrive pas à se nourrir correctement. Et donc, on impacte justement le rendement en finalité. Et le fait de semer en direct, on ne laboure pas, on ne reminéralise pas justement le sol, on n'enclenche pas cette minéralisation et on ne fait pas bouger trop le taux d'azote dans ce sol-là. Et donc, avec des taux inférieurs à 50 unités d'azote assimilable, on s'aperçoit que les nodosités se développent. Et on a une lentille, je ne vais pas dire qu'on va exploser rendement, mais c'est un levier qui dit que la lentille est un peu plus robuste justement à certaines phases d'humidité, de sécheresse et de tenue de la culture. Et c'est un levier qui peut être minime, mais qui est primordial aujourd'hui. Mm. Et ça, c'est vrai que du coup, dans le Cantal, elle était souvent semée suite à une prairie qui était labourée trop tardivement et du coup, il y avait un reliquat azoté de la prairie qui était trop important. Et maintenant, on est en train de revoir la chose en mettant un couvert avant, justement la culture pour que le couvert pompe, comme ce qu'expliquait Patricia, quoi. Que la lentille derrière, elle est fin, en gros, Et c'est tout à quelque fait part. ça. La Mm. lentille, entre guillemets, elle se tient un peu sur des cultures filtrants, Mm. pauvres. On arrive à bien la tenir, entre guillemets, jusqu'au bout par rapport à des sols beaucoup plus riches. Mm. Ok. Bah, merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Ensuite, j'avais encore, on a encore d'autres questions qui arrivent. Donc la suivante était, oui, donc vous avez du coup toutes les deux parlé de désherbage mécanique. Et du coup, est-ce que c'est aussi envisageable quand on plante la lentille en association avec toutes les associations que vous avez proposées, est-ce que c'est aussi possible de faire du désherbage mécanique? Alors moi, je fais pas de désherbage mécanique, hein. Dans le Cantal, ils sont pas très, enfin pour l'instant, ils ont jamais osé. On en a beaucoup parlé et on en parle toujours, mais ils sont assez frileux de passer, ils ont peur de tout arracher. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas un levier, du coup, en association, je peux pas dire bon, je pense que c'est désherbable, oui, mécaniquement, mais voilà. Ok. Et Patricia, Si la toi, culture, on va dire, si la lentille, elle se met en même temps que sa plante compagne. Ouais, si Comme c'est ça, elles en sont même sur le temps même dans rang le et grenier, puis là, voilà. Mais si c'est semé en 2 fois, bon, faudrait faire attention de ne pas arracher l'une ou l'autre, quoi, on va dire. ouais. Mmh. Ok. Ensuite, on avait une question sur le gluten, puisque tu as précisé tout à l'heure, Eva, Mmh. qu'en cas d'association avec du blé, il y avait pas, c'était pas possible de valoriser après la lentille en filière sans gluten. Et donc, quelqu'un qui me demandait si c'était pas possible de s'assurer qu'il n'y avait aucun résidu de gluten sur, en cas de culture intermédiaire type céréales, qu'il n'y avait aucun résidu de gluten sur la lentille après. Je sais Alors, pas si elle est si. associée avec du blé, c'est ça? S'il y aurait du gluten dedans? Non, c'est qu'en fait, c'est au niveau du triage, non, c'est ou alors j'ai pas compris, pardon. Bah, la question était vraiment de savoir si, il y avait un moyen de s'assurer, qu'il y avait aucun résidu de gluten en cas de culture intermédiaire, de type céréales. Culture Je sais. intermédiaire. Ah oui. Oui, pardon, c'est moi qui ai mal lu Donc la oui, question. donc non, c'est que le blé est avant, quoi, la lentille. Alors, c'est vrai que oui, mais c'est que pendant le projet Pépite, c'était un petit peu mis en avant comme quoi, lorsqu'on associait la lentille, après en cas de couvert en amont, à base de céréales, comme on détruit la céréale est détruite avant d'arriver à maturité, du coup, il y a pas de grains produits par la céréale, donc je dirais qu'il y a pas de trace de gluten, non. Mais OK, après je connais pas bien, la filière, sur ces tests-là, quoi, enfin. Nos lentilles, elles sont pas vendues avec la mention, sans gluten, quoi, voilà. OK, C'est pas précisé donc d'accord. Ensuite, une autre question qui demande dans le cas du semis sous couvert, est-ce que c'est envisageable de faire un semis, début avril dans une céréale d'hiver
quitte à récolter la lentille plus tard. De semer la lentille, ouais. En fait, Comme une prairie, quoi. C'est ça. comme la lentille déteste la compétition, mais vraiment, Ouais. c'est un point fort, je la semais en guillemets sous couvert, comme ça, là, surtout dans une prairie, une céréale qui est développée. Je pense que la lentille ne tiendra pas longtemps. Elle manquera de lumière, elle manquera de ouais. photosynthèse, elle n'arrivera pas à se développer jusqu'en fin de cycle. Elle est très Ok. sensible, hein, vraiment. Elle Ouais. est très sensible. En Mm. fait, pour vous dire, la hauteur d'une luzerne, Mm. d'une lentille, aujourd'hui, jusqu'à maturité, dans beaucoup de parcelles, elle fait 15 cm de hauteur. Donc, c'est pour vous donner une idée. Elle fait un peu Normalement, plus, une mais oui. lentille devrait être entre 30 et 40 cm de hauteur. On s'aperçoit qu'il y a des parcelles, et ben, elles ne se développent pas si hautement que ça, et on est à 15 cm. Donc, si elle est étouffée par le couvert basse prairie ou Céréales. céréales qui talent, je pense que ça ne fera pas. Ok. Par contre, il y a une autre technique qui est étudiée, c'est de carrément semer une lentille à l'automne. À l'automne, derrière, bon, voilà, hein, derrière la culture précédente base paille, enfin une céréale, de la semer courant l'hiver, hein, automne-hiver, et de la récolter vu que les hivers, on a moins de cumul de température journalier, de la récolter au même stade que les autres cultures, que les autres semis de printemps, hein, entre juillet et août. Mais de passer outre certains aléas climatiques qui sont les fortes températures, de mieux gérer l'enherbement où l'enherbement pendant l'hiver est moindre. Donc, il y a des essais qui sont en train d'être mis en place à ce niveau-là, de changer la date de semis. Ok. Un autre levier. Ok, merci. On n'a plus beaucoup de temps. On va quand même prendre une ou deux petites questions encore. Donc, on avait une question sur donc, est-ce que vous avez observé des taux de grains bruchés moins importants dans les parcelles de lentilles en association par rapport à celles de lentilles pures? On l'a pas regardé encore, mais c'est quelque chose que, ouais, on souhaite, voilà. Après, je crois que c'est difficilement, enfin, ça se voit difficilement, les grains bruchés, donc c'est vrai que bon. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, effectivement. Ok. Et je peux prendre peut-être une petite dernière question qui était sur la question des nodosités dont vous parlez tout à l'heure, si il fallait inoculer ou si l'inoculation se faisait naturellement. À partir du moment où vous avez cultivé une lentille, une luzerne, c'est le même rhizobium. Enfin, voilà, c'est le rhizobium. Il est présent, il se multiplie. Il n'y a pas besoin d'inoculer. Ok. Ça marche. Et les essais ont montré que justement, l'inoculation n'apportait pas de plus-value. Ok. D'accord. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour les questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les envoyer directement à nos intervenantes via leur contact que vous trouverez sur leur page groupe Ecofitopic. Donc, merci à tous et toutes d'avoir suivi ce 14e épisode des webinaires Défi Ferme. Merci beaucoup à Eva et Patricia pour leur participation. Et donc, nous espérons que le format et le contenu vous ont plu et que le webinaire a répondu au maximum à vos questions sur la culture de la lentille. Donc, le webinaire sera rediffusé sur YouTube. Si vous êtes inscrit via le formulaire, vous recevrez normalement le lien de rediffusion dans les prochains jours. Donc, cet épisode était le dernier de la saison des webinaires Défi Ferme de cette année. Donc, merci à tous ceux qui ont participé, aux intervenants et à vous qui avez suivi les webinaires. Les replays sont toujours disponibles sur YouTube et sur Ecofitopic. Vous trouverez tous les liens sur la page Ecofitopic dédiée qui sera ajoutée dans le chat. Et on se retrouve donc en septembre. Vous recevrez des informations sur la prochaine saison qui démarrera à l'automne. Merci à tous et bon après-midi.